La société féodale est une société d'ordre. Les uns prient, c'est le clergé, les autres travaillent, ce sont les paysans, mais aussi les bourgeois des villes qui forment tous ensemble le tiers-état, et puis il y a la noblesse fait la guerre, mais pas seulement, elle rend aussi la justice, et elle s'occupe de fiscalité, elle lève des taxes, car la guerre, la justice et la fiscalité, ce sont les trois attributs du pouvoir. La noblesse, c'est l'ordre de ceux qui gouvernent. Dans l'Empire romain, le pouvoir était essentiellement civil. C'est le Sénat qui élisait deux consuls qui étaient chargés de commander les armées, mais qui étaient sous la coupe du pouvoir civil. Mais les grandes invasions ont donné un caractère de plus en plus militaire au pouvoir. Les chefs barbares sont d'abord des chefs de guerre et ils deviennent rois à l'intérieur de l'Empire romain. Et de même, les empereurs eux-mêmes remplissent un rôle militaire très important et à la longue, ce seront des généraux élevés sur le pavois par leurs troupes. Et depuis l'époque des Carolingiens, eh bien, le roi ne dispose plus d'une grande administration, il n'est pas capable de lever des impôts, donc tout cela se fait à l'échelon local, ce sont les seigneurs qui gouvernent. Et le roi est le suzerain de tous. Ce système s'est mis en place au Xe siècle, au moment des invasions, par conséquent son caractère militaire et défensif est très important. Il ne faudrait pourtant pas croire qu'au Moyen-Âge on fait la guerre à tort et à travers. D'abord, la guerre, ça coûte très cher. Les châteaux, quand ils sont bien faits, de plus en plus sont imprenables. Il faut des machines coûteuses et compliquées pour les assiéger. D'ailleurs, les grands seigneurs, les comtes et les ducs sont d'abord des gens qui gouvernent. Mais il existe toute une catégorie de nobles plus petits qui sont un peu plus belliqueux et turbulents. Et comme ils disposent du droit de faire la guerre, d'user de la force, eh bien, il faut s'assurer qu'ils usent de cette force à bon escient. Et c'est pour cela qu'au XIe siècle, l'Église édicta des règles qui concernaient ces combattants, ces chevaliers. Des règles et même un idéal. Le droit d'user de la force ne doit pas aller sans un certain nombre de devoirs. Et ces devoirs sont contenus dans le serment que prêtent les chevaliers. Ils doivent observer les commandements de l'Église et défendre l'Église elle-même. Ils doivent protéger la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire les faibles en général. Combattre pour la justice, et enfin être fidèle à la parole donnée. La féodalité, ça a la même racine que la foi et la fidélité. Si on manque à sa parole, tout le système s'effondre car il y a un lien personnel entre le vassal et son suzerain. Et enfin, le chevalier se doit d'être libéral, c'est-à-dire le contraire de grippe-sous. En réalité, les valeurs de cette nouvelle chevalerie vont beaucoup ressembler à celles de la chevalerie de l'Empire romain, l'ordre équestre. C'était une partie des plébéiens qui avaient fait une fortune suffisante pour avoir le droit de combattre à cheval dans les armées, mais aussi de prétendre à un certain nombre de charges publiques. Et quand on exerce des charges publiques, eh bien, il en découle des devoirs. La remise des armes au chevalier est un événement solennel. Ces armes lui sont offertes par son parrain, qui est en général son suzerain. Et quand il lui remet les armes, il lui dit « sois preux » et ensuite il lui donne la collée, c'est-à-dire un coup de plat d'épée sur l'épaule. C'est le cœur de l'adoubement du chevalier, mais l'Église y a ajouté des rites. D'abord, le futur chevalier doit prendre un bain. Bon, pourquoi pas. Ensuite, il doit jeûner et puis passer toute la nuit en prière, la veille de son adoubement. Et le jour venu, il se confesse, il entend la messe et il communie. Pendant ce temps, ses éperons, son épée, son aume et sa lance reposent sur l'autel. Et si un chevalier manquait à ses obligations, il pouvait être dégradé en quelque sorte. C'est ce qui arrive à Lancelot, le chevalier à la charrette. Il est condamné à se déplacer dans une charrette car il a manqué à ses devoirs. Or, un chevalier, en principe, doit se déplacer à cheval. Mais il faut préciser, avant de terminer, que tout le mythe de la chevalerie s'est en fait développé plutôt quand la chevalerie était déclinante. Les chansons de gestes du Moyen-Âge ont eu pour successeur les romans de chevalerie à la Renaissance. Et encore au début du XVIe siècle, règne François Ier, le roi chevalier, et le fameux chevalier Bayard, mais c'est l'époque des canons et des arquebuses, et non plus tellement des chevaliers. Mais certains continuent de rêver de chevalerie, et Cervantes se moquera d'eux dans son célèbre roman Don Quichotte, qui a été publié en 1601 seulement. Il y aura une deuxième période où le mythe de la chevalerie sera cultivé, c'est à l'époque troubadour, avec les romans de chevalerie comme ceux de Walter Scott, Ivanhoe par exemple. Mais tout cela est très tardif et un petit peu romantique.